L'élection de Donald Trump, la pensée, les velléités même, les premières décisions d'Elon Musk laissent entrevoir une tension forte accrue entre deux notions macro et fondamentales. La démocratie d'abord, le capitalisme ensuite. C'est à cette tension, à son histoire, auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. La démocratie et le capitalisme sont-ils nécessairement antagonistes? L'un et l'autre peuvent-ils coexister? Qu'est-ce que l'histoire au long cours nous enseigne sur leurs évolutions parallèles et mêlées? Pour en parler, un invité ce soir, Pierre-François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Vous êtes co-auteur avec Claire Lemercier de cet ouvrage intitulé Sociologie historique du capitalisme, un ouvrage qui apparaît aux éditions La Découverte. Et pour m'accompagner dans cet entretien, Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Quentin. Vous êtes, je le rappelle, le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci beaucoup à tous les deux d'être ce soir dans Question du soir. Et Julien, pour commencer, j'ai sous les yeux la une de l'hebdomadaire Le 1 et je peux y lire « Le capitalisme peut-il tuer la démocratie ?» Pourquoi ce choix cette semaine ? Eh bien parce qu'il nous a semblé, comme à beaucoup d'entre nous, j'imagine, que nous étions frappés depuis chaque matin ou presque, depuis le 20 janvier et l'investiture de Donald Trump, par les coups de boutoir que le président américain semblait donner contre l'état de droit, contre l'ordre international et plus largement contre les principes démocratiques. Et que derrière ces coups de boutoir, il y avait une force, le bras armé, ce n'était pas l'armée ou la police, mais c'était plutôt le levier économique qui était incarné en majesté par Elon Musk, mais avec lui par tout un tas d'entrepreneurs frappés de libertarianisme. Et on a voulu essayer de prendre un peu un temps de recul pour essayer de comprendre quelles avaient pu être les liaisons parfois dangereuses entre capitalisme et démocratie, pour essayer de comprendre si nous étions entrés dans un nouvel âge dans le rapport entre ces deux notions. Alors ce recul, on va le prendre à nouveau avec vous, Pierre-François. Est-ce qu'il vous semble que nous sommes entrés dans un nouvel âge de cette tension longue, historique entre la démocratie et le capitalisme ? Disons que cette tension, je pense qu'elle a toujours été là, ne serait-ce que parce que, en réalité, capitalisme et démocratie ont rarement coïncidé. Si on prend le capitalisme dans toute son extension chronologique, dans le livre que vous avez... Sociologie historique du capitalisme. Donc que vous avez cité, que vous recitez, merci. On fait démarrer le capitalisme dans la deuxième moitié du XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Et on l'installe immédiatement sur une échelle qui est une échelle mondiale. Si on embrasse toute cette extension chronologique et toute cette extension géographique, on voit bien que coïncidence du capitalisme et de la démocratie, c'est une exception. C'est pas du tout la règle. Alors il y a de ce point de vue-là l'arbre britannique qui cache la forêt du monde, mais donc il est assez logique, si je puis dire, que les deux soient en tension, puisqu'ils l'ont toujours été. La question qui se pose peut-être aujourd'hui, c'est de savoir si la tension est entre le capitalisme et la démocratie. Je crois qu'il y a des éléments qui permettent de le dire, et on pourra y revenir. Mais par ailleurs, il y a aussi des capitalistes qui n'ont pas nécessairement un projet qui a quelque chose à voir avec le capitalisme, mais qui peut être un projet, disons, idéologique, politique, civilisationnel, si on les en croit, et qui utilisent les ressources qu'ils ont réussi à capter pendant parfois plusieurs décennies, et qui les mettent ensuite au projet au profit d'un projet, au service d'un projet qui lui est un projet éminemment politique et idéologique. Julien Bisson. Oui, on a entendu le vice-président américain, J.D. Vance, lors du sommet pour l'action sur l'IA, il y a quelques jours, qui tenait un discours particulièrement violent contre les démocraties européennes, en disant simplement, il faut essayer vous allez vous mettre un peu au pas de la puissance technologique américaine. Est-ce qu'on est là face à une forme de tension, de concurrence entre deux formes de capitalisme européen d'un côté, capitalisme américain de l'autre? Oui, alors là, pour le coup, je crois que la lutte est une lutte avant tout économique, et qu'elle a évidemment des implications politiques, mais que c'est une lutte qui est avant tout une lutte économique. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est celui de la régulation de l'IA et de cette industrie dont on a vu le poids dans la récente élection américaine. Il y avait là Musk, mais il y avait tous les gens qui étaient autour de lui, derrière lui, et puis il y a surtout les gens qui l'ont rejoint après. Et l'enjeu est de savoir si on considère qu'il faut laisser les mains complètement libres en termes d'accès et de manipulation aux données, et puis où est-ce qu'il faut introduire des régulations, et si oui, lesquelles. Et là, de ce point de vue-là, oui, là, il y a une opposition qui est une opposition frontale, qui est une opposition qui, désormais, avec l'équipe Trump, est une opposition violente, mais qui était une opposition qui préexistait
à Trump. Et là, pour le coup, oui, il y a un conflit qui est un conflit très très fort sur la manière dont on doit réguler le fonctionnement de nos économies. Alors cela dit, c'est un combat qui est avant tout un combat économique, mais qui a aussi des implications politiques. À propos de préexistence, vous êtes historien, on va donc remonter le temps avec vous grâce à une archive. On est en 1932 et aux États-Unis. Ce sont des jours où beaucoup d'entre vous se sentent découragés. Au cours des 93 années de ma vie, les dépressions sont venues, puis sont reparties, mais la prospérité a toujours fait son retour. Maintenant, en ce jour d'anniversaire, je désire réaffirmer ma croyance dans les principes fondamentaux sur lesquels ce pays a été fondé. La liberté, le dévouement au bien commun et la foi en Dieu. La voix, Pierre-François, de John Rockefeller, qui donne un message à l'aune de ses 93 ans. Comment cette période, on est en 1932, je le redis, résonne avec celle que l'on vit présentement ? Alors d'abord, on peut s'intéresser justement à la figure de Rockefeller, mais pas forcément en allant directement aux années 30 et donc au crépuscule de sa vie, mais en s'intéressant à la période vraiment 50 ans plus tôt à certains égards, puisque Rockefeller était à certains égards l'incarnation paradigmatique des barons voleurs, donc de ces capitalistes des premiers temps, de l'après-guerre de sécession. Voilà, absolument, qui étaient donc dans l'après-guerre de sécession, qui ont construit le capitalisme américain avec des pratiques d'une violence absolument inouïe et un rapport à l'État qui l'instrumentalisait totalement. Et l'État était tenu à la fois par des finances directes, puisque Rockefeller prêtait beaucoup à l'État, et puis également par des logiques de prévarication très, 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 très fortes. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Rockefeller, c'est qu'il a fondé cette période-là, mais il en a aussi été à certains égards la victime, puisque il a subi le retour de bâton en termes de régulation, et notamment de régulation antitrust extrêmement puissante aux États-Unis, et son entreprise au début du XXe siècle a été démantelée. Alors il s'en est bien sorti par ailleurs, il n'a pas fini à la rue. Et ce qui est assez fascinant dans cette archive que je ne connaissais pas, c'est de l'entendre en 1932, où les régulations qui ont été mises en place, et notamment la quasi-absence de régulation financière qui a été mise en place dans le premier tiers du XXe siècle aux États-Unis, compte tenu de l'affolement qui s'est joué pendant les années 20 en matière boursière, s'est traduit par le crash que l'on sait en octobre 29 et dans les mois et les années qui ont suivi, et vont donner naissance juste après cette archive à un retour de bâton régulatoire très 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 puissant, extrêmement puissant, dans lequel à nouveau l'État va reprendre la main. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette reprise en main, l'État, comme toujours, il est segmenté et il va y avoir une lutte pendant 4 ou 5 ans entre l'exécutif américain et la Cour suprême. Voilà. Donc on a en quelque sorte, en suivant Rockefeller, on a en quelque sorte thème et variation sur cette question des rapports entre capitalisme et démocratie. Et une reprise en main incarnée par la figure de Roosevelt. Julien Bisson. Quand on suit aujourd'hui justement c'est un peu ces héritiers de ce Gilded Age de la fin du 19e siècle et de ces barons voleurs, on est face à Elon Musk, on est face à Peter Thiel, on est face à ce genre d'entrepreneurs. Est-ce qu'on est là face à une forme de capitalisme ouvertement antidémocratique? Est-ce qu'ils essayent de s'arroger le contrôle sur l'État, ou est-ce qu'ils veulent le détruire? Alors, là encore, je crois qu'il faut vraiment avoir en tête la distinction entre des acteurs capitalistes qui veulent avant tout accumuler, et dont l'agenda est avant tout un agenda d'accumulation économique. Il ne fait aucun doute que Musk et Thiel en font partie, et des acteurs économiques qui, en plus de ça, ou à côté de ça, ont un agenda qui est un agenda explicitement politique. Et il est assez clair que ce soit aux États-Unis ou en France, qu'il y a certains capitalistes qui ont un projet qui est un projet politique. La question de savoir si des acteurs qui sont uniquement concentrés sur des logiques d'accumulation veulent détruire le régime démocratique. Au fond, la question qui est derrière, c'est est-ce que les règles du jeu qui sont installées dans les arènes démocratiques sont des arènes qui vont freiner leur accumulation? C'est ça la question.
Et est-ce qu'ils ont les moyens de contourner ces règles du jeu, et dans ce cas-là, le projet peut devenir un projet antidémocratique. On a des exemples de ce type-là. On vient de parler donc des barons voleurs. Marlène Banquet et Théo Bourgeron ont sorti il y a quelques années un petit bouquin sur la finance autoritaire au Royaume-Uni, où ils défendent cette thèse-là, où ils disent en fait il y a un segment, pas toute la finance, mais un segment de la finance londonienne qui a un projet qui suppose de mettre à bas, en gros, toute une série de bases du régime britannique, de ce qui reste, en gros, de l'État social britannique. Il en reste plus grand-chose, mais enfin, il en reste encore un petit peu. Et pour leur permettre d'accumuler de plus en plus. Alors, la thèse de Banquet et de Bourgeron, c'est que ce sont eux qui sont à l'origine du Brexit. Ce sont eux qui ont poussé pour le Brexit et ce sont eux qui ont donné à peu près 80% des dons au camp du Leave. Donc, ça, c'est la thèse qu'ils défendent. Il me semble que dans le cas de Musk et de Thiel, etc., le jeu est un jeu qui est beaucoup plus clivé ou beaucoup plus incohérent, comme le sont souvent d'ailleurs ces acteurs-là. C'est-à-dire que d'un côté, Musk décide qu'il faut attaquer l'État américain, l'État fédéral américain avec une tronçonneuse, mais comme beaucoup de gens l'ont remarqué, Musk, sans l'État, il ne serait rien. C'est-à-dire que sans les commandes de la NASA, sans la régulation de la voiture électrique, sans les régulations sur le numérique, il n'est rien. Il a besoin de l'État. Et dans le même temps, il cherche à dépecer l'État fédéral. Enfin, il cherche à dépecer les partis qui ne lui plaisent pas. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe apparent, justement ? Est-ce que c'est de l'incohérence, comme vous le dites, ou est-ce qu'il y a une cohérence qu'on ignore ou qu'on ne voit pas ? La cohérence, c'est celle de son pouvoir. Musk, c'est pas un intellectuel, hein. Il fait pas une construction intellectuelle où il faut que les choses soient bien emboîtées les unes par rapport aux autres. On lui laisse les mains libres et on lui dit tu peux taper très 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 fort et en même temps te gaver beaucoup. Il le fait. Il est sans vergogne. C'est pour ça qu'en face, il faut des contre-pouvoirs, bien sûr. Vous êtes, je le disais, Pierre-François, un historien du capitalisme. On va tenter de comprendre les trois âges que vous dessinez dans votre dernier ouvrage qui a paru aux éditions La Découverte. Mais avant cela, vous expliquez que reconstruire l'histoire du capitalisme, c'est à bien des égards tenter d'écrire l'histoire du monde depuis la fin du XVIIe siècle. Alors expliquez-nous cette ambition gigantesque. Pourquoi est-ce que le monde et le capitalisme se confondent dans cette assertion ? L'une des thèses qu'on défend, mais on n'est pas les seuls à la défendre, cette thèse-là, mais c'est l'idée que le capitalisme, au moment où il cesse d'être un comportement adopté par quelques individus très puissants, mais très coupés du reste du monde, et qui ont toujours été là, qui cherchaient le profit pour lui-même, à partir du moment où le capitalisme commence à sortir en quelque sorte de ce périmètre un petit peu exigu, il a supposé l'inscription dans ce qu'on appelle aujourd'hui des chaînes de valeur beaucoup plus longues, donc supposer des consommations beaucoup plus généralisées, supposer un travail beaucoup plus mobilisé, etc., etc. À partir de ce moment-là, le capitalisme, il est d'emblée mondial. Il est d'emblée mondial parce que c'est un capitalisme qui est avant tout un capitalisme de grands négociants, qui sont des grands négociants transnationaux. Et même transcontinentaux. Et donc, c'est pour ça que écrire l'histoire du capitalisme, c'est écrire l'histoire du monde, puisque dès le départ, le capitalisme concerne la planète dans toute son extension. Julien Bisson. Oui, ces grands négociants, c'est ce premier âge du capitalisme que vous faites démarrer à la fin du XVIIe siècle, que vous appelez l'âge du commerce. En quoi est-ce qu'il se distingue, justement ? Quels sont ses traits distinctifs ? Alors, il se distingue d'abord et avant tout parce que c'est un capitalisme qui, donc, est organisé autour d'une activité qui est avant tout l'activité de négoce. Alors, le négoce, c'est pas de la production. Le négoce, c'est de l'échange. Alors évidemment, il y a de la production puisqu'il faut bien vendre des produits, mais la production vient en second. Les acteurs qui dominent cette période-là sont des acteurs qui sont des grands négociants qui sont distribués dans quelques villes essentiellement d'Europe occidentale, mais qu'on peut retrouver par ailleurs et ponctuellement sur d'autres continents, et qui travaillent dans des firmes qui sont des entreprises qui sont la plupart du temps des entreprises familiales, qui sont minuscules, c'est 15, 20 personnes, qui brassent des capitaux absolument considérables. Et ces grands négociants, leur premier métier,
c'est le commerce, c'est le transfert de marchandises, mais aussi d'hommes et de femmes. Et par ailleurs, ce sont des acteurs qui remplissent les fonctions financières, c'est-à-dire qu'ils font la banque et ils font aussi l'assurance. Et donc, ils concentrent dans leurs mains, dans leur activité, la totalité des fonctions qui vont ensuite se spécialiser sur un grand nombre d'acteurs. Le deuxième âge, si je puis dire, c'est l'âge de l'usine. C'est assez illustratif, qui commence à la fin du 19e siècle et qui est marqué par le passage de l'atelier justement à l'usine, comme indique son nom. Expliquez-nous. Alors, l'âge de l'usine, il est marqué, le passage de l'âge du commerce à l'âge de l'usine, il est marqué par la présence de luttes sociales très très fortes qui vont déboucher sur un compromis qui est le compromis salarial. C'est-à-dire que l'idée, c'est au fond les tensions qui sont engendrées par la mise au travail, d'une part, considérable de la population dans des conditions qui sont souvent des conditions très difficiles, engendre des tensions sociales et politiques qui sont absolument immenses et dans une histoire qui varie évidemment d'un pays à l'autre, il y a un compromis qui se met en place sous la pression très très forte donc des masses laborieuses, où en gros le deal, le troc, c'est exploitation versus protection. Alors exploitation, il faut comprendre, c'est je récupère une partie de la valeur que tu crées. C'est une notion qu'il faut comprendre dans un sens technique. Et la protection, elle est aussi relative, mais c'est dire quand il y a un problème économique, quand il y a une chute d'activité, je te mets pas dehors tout de suite. Tu es salarié. Et donc, je te conserve au moins un petit bout de temps. Et ça va rendre possible la construction d'organisations qui sont des organisations gigantesques pour l'époque, qui vont s'accompagner de l'invention de techniques de gestion, de l'invention de techniques comptables, de l'invention de certaines fonctions, des fonctions d'encadrement en particulier, et qui vont s'accompagner de tout un travail idéologique qui va, insister sur l'importance de la production, sur l'importance de l'industrie et sur l'importance de la rationalité, qui était beaucoup moins présente à l'âge précédent. La voix de Luc Boltanski, il s'exprime au sujet d'une nouvelle ère du capitalisme, le troisième temps que vous décrivez, celui de la finance. La réponse du capitalisme qui reprend l'initiative à partir des années 75 à peu près a été multiforme. On l'a en partie analysé dans le Nouvel Esprit. Ça a été un nouveau type de management mettant l'accent sur l'individuation de l'analyse du profit, de façon à pouvoir se débarrasser des travailleurs dits improductifs. Ça a été une réorganisation des entreprises avec ce qui a été appelé le recentrement sur le métier, donc avec le développement de la sous-traitance. Ça a été la robotisation et ça a été surtout à partir du milieu des années 80, années 90, une externalisation, une délocalisation de la production d'un grand nombre de biens. Luc Boltanski, donc, qui s'exprimait sur Mediapart, c'était en 2017. Julien Bisson. Oui, Luc Boltanski nous dit le capitalisme reprend l'initiative avec cet âge de la finance. Est-ce que ça induit là aussi des rapports différents avec le capitalisme, avec l'État, avec la démocratie? Il y a quelque chose de différent qui se joue là? L'un des trucs qui est différent, c'est l'idée que sur les rapports, disons, capitalisme, État, en tout cas, c'est l'idée que les règles du jeu assez restrictives qui avaient été mises en place à partir de 1933 et puis à partir de 1945, notamment sur le fonctionnement de la finance, ces règles du jeu sont progressivement détricotées. Et elles sont détricotées en utilisant, disons, différents canaux, mais essentiellement en disant, bon, on a fait un peu n'importe quoi dans les années 20, mais en gros, il y a prescription, et puis on a beaucoup progressé sur notre compréhension des mécanismes financiers, et puis par ailleurs, il y a les copains qui commencent à détricoter, donc nous, il faut qu'on détricote aussi, etc., etc. Et ça va assez fondamentalement contribuer à modifier les rapports entre les acteurs dominants du capitalisme, et notamment les rapports entre les actionnaires et les autres, et notamment les actionnaires et les managers. C'est-à-dire que si on veut caricaturer, je suis beaucoup trop schématique, mais
durant l'âge de l'usine, les managers n'ont pas énormément de comptes à rendre. Ils font, je ne vais pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont quand même une marge de manœuvre et des marges de manœuvre qui sont assez considérables. Avec l'âge de la finance, ce qui change, c'est qu'on a des acteurs financiers, et notamment des actionnaires, qui, pour des raisons différentes dans les différents pays, mais deviennent beaucoup plus puissant et demande des comptes. Et demande des comptes, ça veut dire à la fois demande à participer éventuellement au processus de décision, mais demande surtout à récupérer, à être mieux rémunérés. Et les managers, pour conserver leur job, ils font ce qu'on leur dit, parce qu'ils sont susceptibles d'être mis dehors. Et donc là, on a une transformation qui est une transformation assez profonde, qui va par ailleurs accompagner une modification assez sensible des rapports avec l'État. Ce qu'il faut bien comprendre sur les rapports avec l'État, c'est que l'âge de la finance, c'est pas la disparition de l'État. C'est pas du tout la disparition de l'État. C'est une transformation de ceux à qui l'action de l'État bénéficie. Je pense qu'il n'est pas complètement inutile. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement inutile de rappeler qu'aujourd'hui, en France, et je me fonde ici sur un rapport de France Stratégie, qui n'est pas un repère de gauchistes, les entreprises... Une institution de prospective liée à Matignon, exactement. Voilà. Les entreprises recevaient en 2020, selon la manière dont on définissait le périmètre, entre 140 et 220 milliards d'euros d'aide tous les ans. Il faut quand même voir ce que ça représente. Le budget de l'éducation nationale, c'est 65 milliards. Donc quand vous êtes sur la fourchette basse à 140 milliards, vous êtes quasiment 2,5 fois sur le budget du ministère de l'Éducation nationale. On est sur des sommes qui sont tellement gigantesques qu'elles en sont abstraites, mais qu'on peut ramener quand même à des étalons. 140 milliards, c'est quasiment 3 fois le budget de la défense. Donc, je veux dire, l'âge de la finance, c'est pas la disparition de l'État. C'est simplement la mise au service de l'État auprès d'autres acteurs. Pourquoi, et là encore je caricature, pourquoi Pierre François, dans votre livre, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez là? Pourquoi s'il n'y a pas de quatrième temps? Si je précise ma question, pourquoi ne sommes-nous pas entrés dans une nouvelle ère du capitalisme avec l'apparition des plateformes, avec ce que certains appellent le techno-capitalisme? On a trouvé bien d'autres noms, c'est un concours Lépine si je puis dire. Pourquoi, pour vous ne décrivez pas cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes de plein pied? Alors, il y a plusieurs réponses possible. La première, c'est quasiment une question de méthode intellectuelle, c'est de dire au fond, quand on fait les chronologies, on a toujours tendance à découper très très finement les périodes les plus récentes et en revanche à construire des grosses tranches de gâteau pour les périodes les plus anciennes. Et on s'est dit, si on commence sur la période la plus récente à dire, finalement, il y a une rupture technologique qui se fait en 1980, puis une rupture technologique qui se fait 20 ans plus tard avec l'arrivée d'Internet. C'est l'accélération de l'histoire. Etc. Oui, c'est l'accélération de l'histoire, c'est surtout un problème de myopie des gens qui regardent l'histoire aujourd'hui. Et c'est le fait d'avoir travaillé avec Claire Lemercier, qui elle est historienne, moi je suis sociologue, qui m'a vraiment là pour le coup, j'ai envie de dire discipliné et dire attention, il faut pas tomber dans cette espèce de tropisme qui consiste à considérer qu'aujourd'hui ça s'accélère, c'est plus compliqué, etc. Il y a une autre raison, si vous voulez, c'est que une bonne partie des ruptures qui sont aujourd'hui imputées à ces ruptures techniques, en réalité, elles s'inscrivent dans un trend qui est un trend beaucoup plus long, qui lui démarre une tendance, si vous voulez, qui lui démarre dans les années 80 avec l'informatique. Et d'ailleurs, c'est l'un des éléments avec l'informatique de bureau, etc. C'est l'un des éléments qui nous a fait considérablement hésiter sur la manière de nommer ce dernier âge. On a hésité entre pas mal de trucs, mais l'une des raisons pour lesquelles on a parlé d'âge de la finance, c'est qu'à la fin du compte, il nous a semblé que c'était eux qui prenaient les décisions et pas les informaticiens. Julien Bisson. Oui, vous nous avez rappelé en début d'émission que le capitalisme était né avant la démocratie. Est-ce que le capitalisme pourrait se passer de la démocratie à l'avenir ? Ça me semble complètement évident. Oui, je dirais, il le fait. Il l'a fait, il continue de le faire. Donc, cette question-là, c'est une question qui ensuite devient une question politique. Mais il n'y a aucune raison conceptuelle de penser qu'il y a une résonance nécessaire entre les deux. C'est tout l'inverse. Mais ça veut bien dire que si on est attaché à la démocratie, dans ces cas-là, il faut réagir quand on voit certaines actions, sans doute pas toutes, mais certaines actions qui ont effectivement comme argument de dire on peut s'en passer.
Merci beaucoup Pierre-François de ces explications. On est content que parfois les historiens tentent d'encadrer les sociologues, comme vous l'avez dit. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Vous êtes co-auteur avec Claire Lemercier de cet ouvrage passionnant intitulé « Sociologie historique du capitalisme ». C'est aux éditions La Découverte. Rappelez-nous, Julien Bisson, ce que l'on trouve dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine. Le capitalisme peut-il tuer la démocratie ? Étude des rapports dangereux entre capitalisme et démocratie à la lumière d'Elon Musk, Trump et compagnie. Autre lecture donc que l'on recommande. Merci à tous les deux d'être venus dans Question du soir.